Bienvenue à cette édition de l'Essentiel qui vous présente les faits saillants de la semaine politique à Ottawa, une semaine qui a été marquée par cette attaque islamophobe qui a décimé une famille de London en Ontario et que le premier ministre Justin Trudeau a qualifié d'attaque terroriste. J'ai recueilli la réaction de Boufeldja Benabdallah, qui est le cofondateur du Centre culturel islamique de Québec, qui avait été le théâtre d'un attentat ayant coûté la vie à 6 personnes de confession musulmane en janvier 2017. Bonsoir, M. Benabdallah. Bonsoir, madame. Alors, on imagine que cette nouvelle attaque qui a coûté la vie à 4 personnes de confession musulmane à London, en Ontario, ça a ravivé chez vous de bien mauvais souvenirs, je dirais de bien tristes souvenirs. Comment avez-vous réagi, vous, lorsque vous avez appris ce qui s'est passé dimanche soir en Ontario? Oui, c'est au tout début, c'est comme si ce n'est pas possible. Je ne réalisais pas la gravité. C'est quelques moments plus tard, quand je recevais des téléphones ici et là, c'est comme si je me réveillais, je disais « Oh là là, ça recommence ». Et le premier choc, c'était ma pensée vers les familles, parce que je sais que les familles, les proches maintenant qui restent, qui vivent cette situation, ils doivent être dans tous leurs états. Et puis j'ai dit, mon Dieu, s'ils étaient là, au moins on aurait pu aller les soutenir, aller leur parler, et cet enfant aller peut-être lui rendre visite, je ne sais pas. Comme c'est arrivé chez nous, vous savez, cette journée, moi je suis arrivé 30 minutes plus tard à la mosquée, et c'était la folie. On m'a empêché de rentrer à la mosquée, même si je suis un responsable, parce que c'était un lieu d'enquête. Et tout d'un coup, tout le monde courait dans les hôpitaux, tout le monde courait dans les téléphonés. Qui est là? Est-ce que quelqu'un est absent? Donc c'était la folie des familles. Et j'imagine c'est la même chose dans les proches de ces gens qui se disent, est-ce que vraiment ils sont morts? Est-ce qu'ils ne sont pas juste blessés? Est-ce que, vous savez, on passe par toutes sortes de confusions de sentiments. Donc, sincèrement, mes pensées sont vers ces gens. Mes pensées vont vers ces gens qui sont partis. Et puis, cet enfant qui... Oh mon Dieu, c'est inimaginable. Quand il va se réveiller et qu'on lui dit que tu es sur le lit, tu es sauvé, mais tu n'as plus ni ton père, ni ta mère, ni ta sœur, ni ta grand-mère. Oui, ce jeune garçon de 9 ans, le jeune Fayez, qui a survécu à ce drame, bon, il a perdu 4 membres de sa famille dans un crime haineux. Vous avez côtoyé vous-même, évidemment, les familles des victimes de l'attentat de la mosquée de Québec. À quel point ça va être difficile de se remettre de ce drame-là? Qu'est-ce qui attend cet enfant à la lumière de ce que vous avez vécu, de votre expérience à vous? Parce que les souvenirs vont revenir très vite. Hein, quand c'est des amis qu'on voit, etc. Bon. Mais tout d'un coup, qui ne sont pas là, le moindre petit détail nous revient. Ah, il faisait ça. Ah, il souriait comme ça. Ah, moi, par exemple, un des 6 qui est professeur à l'université en agroalimentaire, je voulais faire avec lui une conférence sur les énergies renouvelables. Et jusqu'à présent, c'est dans mon cœur, j'ai dit, je n'ai pas eu cet honneur de faire cette conférence avec lui. Je suis spécialisé dans le domaine et lui, dans le temps, c'est moi qui finançais sa recherche parce que j'étais dans un autre domaine. Donc, beaucoup de petits détails qu'on a oubliés reviennent. Alors, imaginez les familles, les mamans, les épouses, les enfants, le moindre petit geste. Et quand on le voit aussi, hein, on se dit, ah, il était avec sa fille, ah, il était avec son garçon, il marchait comme ça. Ah. Beaucoup, vous avez raison, madame, de poser cette question. Beaucoup de points de détail qu'on pense insignifiants deviennent significatifs parce que c'est ça la vie. Ouais. La vie est dans l'attitude de cette personne avec sa famille, ses enfants, quand on les voit en public, etc. Et tout ça nous revient à l'esprit et ça nous manque. Voilà, ça nous manque. Maintenant, l'impact de ça sur la communauté musulmane, parce que, bon, l'été dernier, il y a un homme qui a été tué dans une mosquée à Toronto. Quelques semaines plus tôt, il y avait une personne qui avait fait feu 11 fois sur une mosquée à Montréal. Quel est l'impact de cette nouvelle attaque sur la communauté musulmane au Canada? Je pense que je ne suis pas le seul à dire « on en a marre ». C'est le mot qui va revenir, vous allez voir, dans toutes les bouches. Il y en a assez, on en a marre. Pourquoi
c'est récurrent maintenant que le musulman est vu du mauvais œil, et pourtant le musulman citoyen du Canada, c'est un citoyen à part entière, qui paye ses impôts, qui travaille, qui engage, qui a des entreprises, qui parle la langue, qui a utilisé les us et coutumes locaux, pourquoi nous? Donc on est en train de se poser pourquoi nous? Pourquoi cette haine dans la tête de certains? Et pourquoi des jeunes comme ça se font monter dans la tête la haine de l'autre, à commencer d'abord par le musulman, parce qu'ils trouvent que eux, ils sont beaucoup plus visibles. Donc, on peut s'attaquer à eux. Ouais. Voici les interrogations, mais on n'a pas de réponse. Hein. On n'a pas de réponse, si ce n'est que, je vous dis, le mot qui va nous revenir, c'est on en a marre, on en a assez. Bon, Monsieur Benabdallah, vous dites on en a marre. Au moment de l'attentat de la mosquée de Québec, c'est comme si on avait subi au Canada une espèce de réveil collectif sur la présence de l'islamophobie dans notre société. Est-ce que la situation s'est améliorée depuis l'attentat de Québec en 2017? Vous dites qu'on en a marre. Est-ce que c'est parce que la situation, justement, ne s'est pas améliorée? Non, enfin, c'est parce que ce que je voulais dire. On en a marre que des situations graves arrivent. À chaque année, il y a quelque chose. Mais entre les intervalles, les choses ont un peu changé et ont changé. C'est-à-dire dans la majorité chez les gens, dans la société en général, il y a une reconnaissance mutuelle et ça évolue. Les gens se reconnaissent, les gens se sourient. On fait beaucoup d'activités du vivre ensemble. Et on est très heureux, tout le monde est heureux, pas uniquement nous. Et puis nous, on en a assez aussi. Les citoyens sont heureux de vivre ensemble et de partager. Mais quand une situation revient, c'est ça qui nous fait dire on en a marre. C'est-à-dire, on vit bien, on est content de recommencer à vivre en tant que citoyens, amis, frères dans le même pays. Et puis tout d'un coup, on dirait que des gens n'aiment pas que les gens vivent heureux dans ce pays. Donc, ils font des cochonneries comme ça, des coups, des assassinats, des gestes inhumains. Et c'est ça qui nous fait dire on en a marre. Ouais. Donc, on en a marre pour dire qu'il y a des gens qui ont encore de leur cœur ce sentiment de haine qu'on souhaiterait qu'il disparaisse. Oui, parce que justement... Nous, on a tendu la main. On a tendu la main, madame, pour faire des choses. On rencontre les gens, on fait des soupers, on fait des rencontres, des jardins pas communautaires, des jardins collectifs dans lesquels tout le monde est là, main dans la main, et vous ne pouvez pas imaginer le bonheur. Mais quand de nouveau des fous frappent une minorité, ben c'est comme si on a reculé. C'est ça ce que je voulais dire, pourquoi on en a marre. Ouais. Mais je ne refuse pas, je ne dis pas que ça n'avance pas. Non, ça avance, heureusement. Parce qu'on a entendu des parlementaires aujourd'hui réclamer une stratégie nationale contre l'islamophobie. Est-ce que les différents paliers de gouvernement, selon vous, en font assez pour lutter contre l'islamophobie? Qu'est-ce qui pourrait être fait davantage? Moi, je fais la part des choses pour dire que le phénomène est nouveau dans le sens, ça ne dure pas depuis des dizaines d'années. C'est la dernière décennie où ça s'est accéléré. Donc je dirais que les gouvernements sont mal pris. Ils ne savent pas par quel bout prendre ce... Mais maintenant, il est grand temps de s'asseoir et puis de dire on va prendre le taureau par les cornes et puis on va vider cet abcès en regardant la question de la détestation de l'autre, en commençant par l'islamophobie. L'islamophobie pourrait être un bassin expérimental intéressant, important, pour vider la question, pour qu'aucune autre minorité ne subira les conséquences que subissent actuellement les musulmans au Canada. Donc c'est ça qu'on dit au gouvernement. N'attendez pas encore qu'il y ait une autre catastrophe pour pouvoir commencer à travailler. Et nous sommes prêts, nous, de la société civile, je ne dis pas uniquement les musulmans, hein, les gens de la société civile, pour s'asseoir avec le gouvernement et apporter leur connaissance du dossier pour améliorer le bien vivre ensemble. Et moi, je suis optimiste. Il y a des gens de bonne volonté, des grands experts, des gens qui ont
même si ce n'est pas des universités, mais qui ont du bon sens. Et si on a des plateformes pour les laisser s'exprimer, on peut trouver des solutions. Alors commençons par enlever cette idée d'intolérance, comme M. Régis Labombe l'a dit aujourd'hui. Il faut vider cet abcès d'intolérance. Donc vous voyez, il y a des chantiers dans lesquels on peut commencer déjà à travailler, madame, pour pouvoir arriver à dire à la société qu'on a une société qui peut avancer allègrement et bien, et que ceux qui ont dans leur cœur la haine, vous n'avez pas de place, vous n'avez d'autre choix que de rejoindre le groupe qui veut le bien. Et si vous le rejoignez, vous allez être bien. Parce que quelqu'un qui fait de mauvais gestes, en dedans de lui, il n'est pas bien. Parce que quiconque fait le mal, il sent qu'il a fait le mal. Il sent qu'il a fait le mal. Il ne fait pas le mal pour solutionner la planète. Ce n'est pas en tuant des gens qu'on solutionne la planète. C'est des gens innocents qui vivent, qui travaillent, qui sont des citoyens normaux. On leur enlève leur vie pour changer quoi? On ne changera rien. Au contraire, la haine qu'il a dans son cœur, elle va s'ancrer encore plus. Et c'est dommage. Ouais. C'est dommage. Boufeldja Ben Abdallah, je rappelle que vous êtes cofondateur du Centre culturel islamique de Québec. Je vous remercie beaucoup de votre témoignage. Merci. Je vous remercie pour cette invitation, madame. Merci. Bonne soirée. Au revoir. Le premier ministre Justin Trudeau assiste en personne en fin de semaine au Royaume-Uni au sommet du G7 qui porte principalement sur la relance post-pandémie. Et les attentes en vue de ce sommet du G7, ce sera justement notre premier sujet d'analyse avec Joël Denis, Althia et Conrad. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. M. Trudeau a finalement décidé donc d'assister à ce sommet du G7 en personne, même s'il n'a reçu qu'une dose de vaccin. Il devra donc se mettre en quarantaine à son retour. Joël Denis, d'abord, qu'est-ce qui va permettre au premier ministre Trudeau de dire « mission accomplie » au terme de cette rencontre internationale? Plusieurs sujets, je vous dirais. D'abord et avant tout, M. Trudeau veut parler de lutte au changement climatique. Évidemment, ça fait partie de son objectif de redorer son blason en matière de protection de l'environnement. Donc, s'il y a quelques avancées à cet égard, ce sera bon pour M. Trudeau. On veut aussi parler de fiscalité. Vous savez, on a conclu un pacte même entre les ministres des Finances la semaine dernière, en vertu duquel les pays du G7 s'engagent à imposer un impôt minimum de 15 %. Donc, ça aussi, je pense que c'est de bon augure pour M. Trudeau, qui souhaite justement éviter que des entreprises quittent le Canada pour aller ailleurs, parce qu'on offrirait une fiscalité plus avantageuse. Mais l'autre élément, je pense, le plus important, c'est que si les pays du G7 acceptent de prendre une position encore plus forte à l'égard de la Chine pour obtenir la libération des deux Michaels, les deux Michaels qui sont encore emprisonnés en Chine, et ces Canadiens sont emprisonnés depuis près de 900 jours, plus de 900 jours. Donc, si M. Trudeau obtient une déclaration forte à cet égard, dans le communiqué final, il pourra dire mission accomplie. Althia, qu'est-ce que c'est le premier défi, je dirais, du premier ministre Trudeau à ce G7? C'est ma question, mais je dirais que le G7, c'est pas vraiment... je veux pas être méchante, là, mais c'est comme nous autres, on est un très petit partenaire. C'est vraiment mené par, oui, Boris Johnson est le hôte de la conférence, mais c'est vraiment le premier G7 de Joe Biden, puis tous les yeux vont être sur Joe Biden. Puis on sait que, Joël Denis l'a mentionné, la Chine va figurer grandement. C'était comme un enjeu secondaire, mais c'est, on dirait, devenu l'enjeu au premier plan. Qu'on allait parler au sujet des vaccins. Alors, presque tous les pays du G7 ont acheté beaucoup de vaccins. Presque toute leur population, presque pas toutes, mais beaucoup de leur population sont déjà vaccinées. On nous dit qu'il va y avoir une entente au sujet des pays riches qui vont soit offrir leur dose d'extra ou qui vont annoncer plus d'argent pour les pays qui en ont pas, qui n'ont pas eu la chance de vacciner leur propre population. On nous dit que le but, au moins le but du premier ministre Johnson, c'est de vacciner toute la population du monde avant la fin de 2022, qui est pas mal ambitieux. On nous parle aussi d'un communiqué qui va avoir du langage au sujet des changements climatiques en vue du prochain COP. Mais sur la Chine, je pense que c'est un enjeu qui est vraiment important pour le Canada.
pour les raisons que Joël Denis a mentionnées, mais qui pourrait aussi nous rendre la vie un petit peu plus difficile. M. Johnson a invité les représentants de l'Australie, de l'Inde, de la Corée du Sud et de l'Afrique du Sud à venir assister à cette conférence aussi pour avoir une entente commune, qu'est-ce qu'il appelle le D10, le Démocratie 10. On nous dit que le premier ministre Modi ne va pas être là à cause de la crise en Inde, mais c'est quand même un enjeu super intéressant, puis qu'il y a aussi des changements que le président Biden pourrait amener. On sait que au WTO, il n'y a pas eu de juge nommé de la part des États-Unis parce que le président Trump ne croyait pas dans cet organisme-là. Puis l'Australie croit que c'est vraiment la manière de réétablir un plafond égaux, si je pourrais dire, avec la Chine. Il y a beaucoup de craintes des pays démocrates qui voient la Chine comme... pas juste comme un ennemi économique, là, mais vraiment un pouvoir qu'on ne sait plus quoi faire parce qu'on se sent tout coincé. Bon. Conrad, sur la vaccination, justement, parce que M. Johnson, l'hôte du sommet, aimerait se vacciner tout le monde avant le 2021, il faut le dire. Juste avant de s'envoler pour ce sommet, le président Biden a engagé les États-Unis à donner 500 millions de vaccins aux pays les plus pauvres. Est-ce que, justement, ça vient mettre de la pression sur Justin Trudeau pour qu'il prenne un engagement de partager les doses supplémentaires du Canada pendant ce G7? Je sais pas, honnêtement, je crois que c'est pas l'enjeu du sommet. Je crois que l'enjeu du sommet, c'est de montrer au monde qu'on a remis le multilatéralisme sur les rails depuis le départ de Donald Trump et que le monde développé est enfin unifié autour des objectifs communs, que ce soit les changements climatiques, que ce soit la vaccination des pays sous-développés, et ou que ça soit l'imposition d'un taux, d'un impôt coopératif minimal aux corporations. Je crois que ça pourrait aider aussi Justin Trudeau de retourner au Canada pour dire qu'on fait des progrès sur plusieurs fronts. Le monde développé et on est partenaire, le Canada est partenaire de ces décisions-là et d'aller en campagne électorale en disant qu'on a eu une entente au G7, on ne sait pas si on va l'avoir au G20 ou à l'OCDE, mais pour un taux d'impôt minimal sur les corporations, sur les GAFA, comme on dit, à travers le monde, ça c'est une avancée majeure que Trudeau Trudeau pourrait se vanter. Oui. Alors, on verra évidemment les retombées concrètes s'il y en a de ce G7. Je veux revenir maintenant sur ce drame horrible là, de cette semaine, l'attaque islamophobe de London en Ontario, qui a décimé une famille. Le premier ministre Justin Trudeau, le chef du NPD aussi, Jack Meeting, il faut le dire, n'ont pas hésité à qualifier cet acte-là de geste terroriste. Joël Denis, qu'est-ce que vous avez pensé de la réaction aux communes à la suite de cette attaque? Le discours qui m'a le plus marqué, c'est celui de Jagmeet Singh. Il était vraiment ému et probablement que M. Singh parlait en connaissance de cause, lui-même ayant été victime de gestes racistes durant sa vie. Donc, j'ai trouvé que son discours était à point, rappelait que le Canada peut prétendre bien des choses, mais il ne peut pas prétendre qu'il n'est pas à l'abri du racisme et de l'islamophobie qui a cours dans plusieurs régions du monde. Et donc, son discours était phénoménal, je vous dirais. Le bon ton. Et il semblait aussi même manifester une certaine, comment dirais-je, colère vis-à-vis l'inaction du gouvernement Trudeau, si on peut dire, vis-à-vis la hausse de ces crimes haineux commis contre les gens de confession musulmane. Donc, M. Singh m'a vraiment, vraiment impressionné, et beaucoup plus que le premier ministre lui-même. Donc, j'avais l'impression que le véritable chef d'État cette semaine, c'était Jagmeet Singh, de par le teneur de son discours qui était tout à fait approprié, et rappelait justement que le Canada peut prétendre bien des choses. Le pays de licorne qu'on a peut-être l'image du Canada n'existe pas, parce qu'il y a des gens qui souffrent, des fois souffrent en silence, mais parfois souffrent de façon mortelle, comme on l'a vu avec l'attentat qui a été commis. Oui. Althia? Oui, j'aimerais juste mentionner que Aaron O'Toole a aussi mentionné que c'était un acte islamophobique, un acte terroriste.
Je suis d'accord avec tout ce que Joël Denis vient de dire. Je rappellerai aussi que dans les moments, c'est pas exactement la même chose, là, mais quand on a appris blackface durant l'élection en 2019, c'était vraiment Jack Meeting qui avait la meilleure réponse le soir même quand c'est sorti. Je pense que à cause de son expérience personnelle, il ressent les choses de manière plus émotive et peut les exprimer d'une manière franche, directe que les deux autres chefs, les trois chefs, quatre chefs dans la Chambre des communes ne peuvent pas. Ouais, mais je pense que c'est bien beau de dire que Jack Meeting a bien exprimé le sentiment qui existe dans les communautés musulmanes à travers le pays. Je rappellerai que sur la loi 21, qui est maintenant une demande de beaucoup de membres dans la communauté musulmane à travers le pays, le Canada, que lui, il a quand même la même position que le gouvernement libéral et puis que les libéraux semblent vouloir dire qu'ils ont une position différente, mais ne veulent pas la répéter à cause qu'on s'en va en élection probablement. Oui. Bon, on va parler justement de cette controverse cette semaine qui a entouré la loi 21 au Québec, la loi sur la laïcité. Il y a des journalistes qui ont tenté d'amener M. Trudeau sur le terrain glissant des amalgames là, dans la foulée de ce qui est survenu à London. Conrad, trouvez-vous que Justin Trudeau s'est bien tiré d'affaire? Non, parce que c'est une question très difficile pour lui, évidemment, parce que lui, il est plus sensible au débat qui se fait au Québec autour des accommodements religieux. Et ce débat-là, les nuances de ce débat-là sont pas très bien compris au Canada anglais. Donc, dans la loi, au Canada anglais, la loi 21 est perçue et vue par les intervenants, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui défendent cette loi au Canada anglais, donc la plupart des intervenants sur cette loi la voient comme étant une loi ouvertement discriminatoire qui stigmatise et qui vise les minorités religieuses, mais surtout les musulmans et les femmes musulmanes. Donc, il ne voit pas comment M. Trudeau, dont le père est le père de la Charte des droits et libertés, peut avoir une position si ambiguë sur cette loi-là. Mais M. Trudeau comprend un peu mieux que les opposants à la loi que le débat n'est pas aussi simple que ça au Québec. Ouais. Et je crois que c'est ça la position qu'ils essaient d'équilibrer. Et on l'a vu cette semaine, comment c'est difficile de le faire, et j'imagine qu'il y a des discussions qui ont lieu au sein du parti maintenant pour savoir comment le Parti libéral devrait aborder cette question durant la campagne électorale, parce que le message jusqu'ici passe pas ni au Canada anglais ni au Québec. Donc, il faut trouver un message libéral qui marche quelque part. Oui. Joël Denis, je vous vois opiner du bonnet sur ce que dit Conrad. Qu'est-ce que vous en pensez? Je trouve que Conrad a mis le doigt dessus. C'est que le Parti libéral cherche une façon de plaire à tout le monde, mais dans ce dossier-là, il est impossible parce qu'il y a quand même un schisme important entre le Québec et le reste du Canada. Je reviendrai sur les événements de London en disant ceci. On a fait un lien entre, malheureux, je pense, parce qu'on a fait un lien entre ça et la loi 21 dans plusieurs régions du pays, mais c'est peut-être le refus de certains de voir peut-être en cet attentat un échec du multiculturalisme. C'est peut-être une façon de le faire aussi que le multiculturalisme n'est peut-être pas accepté par tous et c'est une manifestation. Donc, peut-être que le reste du Canada devra aussi faire un examen de conscience, à savoir est-ce que nos politiques fonctionnent, est-ce qu'on réussit à expliquer pleinement cette politique qui vise à intégrer tout le monde et ou est-ce qu'on doit prendre d'autres mesures. C'est quand même un événement horrible qui s'est produit cette semaine et ça a causé tout un émoi. Et de faire des amalgames comme on l'a fait, je pense que ça fausse le débat. Ça fait déraper le débat. On l'a vu d'ailleurs avec la réaction du premier ministre qui a fait un lien entre le port du masque pour se protéger des mesures sanitaires et le port de signes religieux. Peut-être que les Québécois seraient plus prêts à l'accepter
parce qu'on a porté un masque pendant 1 an pour se protéger du virus de la COVID. Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont compris le lien logique entre ces deux éléments. Et M. Trudeau, manifestement, s'est mis les pieds dans les plats avec ses déclarations. Oui, OK. Et il nous reste du temps quand même un peu. Je voudrais vous entendre sur quelques sujets en vrac. D'abord, cette nouvelle aujourd'hui de cette députée du Parti vert au Nouveau-Brunswick qui a quitté les rangs du parti pour joindre les libéraux. Ça survient en pleine fin de session parlementaire. Althia, qu'est-ce que vous en pensez? Janica Atwin, c'est la députée de Fredericton. C'était une femme qui est quand même gagné de manière surprenante au Nouveau-Brunswick aux élections de 2019, qui était vue comme la nouvelle vague de députés vers le futur du parti, une jeune femme qui s'exprime très bien, très intelligente. C'est vraiment un atout pour le Parti libéral. Et puis, c'est peut-être une conséquence d'une chicane qui se passe dans les bureaux du Parti vert entre la nouvelle chef et ses proches, ses conseillers, son conseiller le plus proche. Et puis, les députés du caucus qui ne sont pas de la même opinion sur la question Israël-Palestine. Alors, c'est peut-être le début de d'autres à surveiller, mais c'est une très belle journée pour le Parti libéral d'aujourd'hui. Oui. Conrad? Oui. On l'a vu durant la course à la chefferie du Parti vert qu'il y a des tensions au sein du parti sur l'aile plus radicale, plus woke, si vous voulez, sur les questions de gauche radicale. Et l'une de ces questions, évidemment, c'est le conflit au Moyen-Orient et où Israël est perçu comme l'agresseur, l'oppresseur, et que le conflit qu'on a eu cette semaine au sein du parti, et Madame Anami Paul, qui est juive de confession, ne veut pas que le parti se déchire sur cette question-là. Il y a des enjeux beaucoup plus importants pour le Parti vert que cette question-là. Madame Atwin, qui a fait des commentaires en solidarité avec les militants ou les défenseurs des Palestiniens a peut-être gagné quelques points cette semaine, mais est-ce qu'elle sera plus à l'aise au Parti libéral ou c'est le parti qui a voté aux Nations unies contre presque chaque résolution visant Israël depuis le début du mandat de M. Trudeau. Donc, le Canada est un allié d'Israël. Elle le demeure sous le gouvernement libéral. Je ne sais pas si Mme Atwin va avoir beaucoup de marge de manœuvre pour défendre sa position au sein du caucus libéral, mais évidemment, il y a plus de questions politiques au Canada que la question palestinienne. Oui. Joël Denis, il nous reste quelques secondes. Le mot de la fin, donc, sur le départ de la députée Janica Atwin des Verts. C'est une très belle prise pour le Parti libéral, comme le dit Althia, c'est une députée à l'avenir prometteur. Mais c'est aussi une bonne nouvelle pour le chef du NPD, Doug Meeting, parce que si les partis verts s'entredéchirent, ça peut aider la cause du NPD. Et vous savez, le NPD et le Parti vert sont deux partis qui rivalisent, sont des rivaux sur l'échiquier politique. Donc, deux partis sortent gagnants de cette décision aujourd'hui. Le NPD d'une part, mais aussi le Parti libéral avec cette belle. Joël Denis, Althia et Conrad, merci beaucoup. On se retrouve bientôt. Merci. Merci. Bonne semaine. Au revoir. Alors voilà, ça complète notre revue de la semaine politique à Ottawa. Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à bientôt et surtout, continuez à prendre soin de vous.